Donc Yannick Fargier, diplômé de l'École centrale Nantes et de l'Institut de physique du Globe à Paris. Il a démarré sa carrière chez EDF R&D et intégré le CT Normandie Centre, devenu maintenant le CEREMA, en 2012 comme chef de projet, responsable de l'équipe digues et ouvrages fluviaux. En 2017, il rejoint l'université Gustave Eiffel où il développe des méthodes d'auscultation géotechnique et de traitement de l'information. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Je vous remercie tous d'être là. Je voudrais remercier Jean de Sauvage qui m'a invité à faire cette présentation de mes travaux. Alors ces travaux, c'est plutôt d'ailleurs Théo Désert qui est noté ici, qui les a réalisés, qui a fait un doctorat et un post-doctorat que j'ai pu diriger, co-dirigé avec donc Sergio Palma Lopez, et le post-doctorat donc, qui a été réalisé en collaboration avec Vincent Christophe et Jean-Robert d'EDF. On a un peu discuté ce matin. Aujourd'hui, des données, on en a. On est rentré dans l'ère du big data. Ce qu'il faut, c'est que maintenant, on puisse traiter toutes ces données. Donc, il faut pouvoir avoir des outils qui nous permettent donc, de comparer, fusionner tous ces types d'informations. Donc, c'est l'objectif un petit peu de cette présentation, de vous présenter une méthode, une technique de fusion d'informations, appliquée donc à la fusion d'informations de données géotechniques et géophysiques pour la reconnaissance des ouvrages hydrauliques en terre. Un petit rappel pour le contexte. Donc là, je vous le présente pour tout ce qui est digue, barrage, mais c'est applicable à n'importe quel domaine finalement. Donc on se place ici dans le cas du risque inondation, où on a un besoin, c'est celui d'améliorer finalement le diagnostic et prévenir le risque de rupture des ouvrages. Alors pour ça, notamment quand j'étais au CEREMA, on réalisait ce qu'on appelle des études de danger, qui est le plus haut niveau de reconnaissance des digues, et sur lesquels on pouvait récupérer donc des investigations de type inspection visuelle, géotechnique, géophysique. Le plus souvent, quand on va interpréter ce type de données, on va faire une simple superposition des résultats, comme vous pouvez le voir un petit peu en bas à gauche, ce qui n'est pas une méthode très objective finalement, surtout quand on va avoir énormément de données à comparer. D'autant plus que la complémentarité des données géophysiques et géotechniques, elle est assez complexe. On va avoir des données géophysiques qui sont des données finalement spatiales, par opposition aux données géotechniques qui vont être plus ponctuelles, suivant un des plans de projection. On va avoir, la géophysique va donner des informations qui sont moins certaines, on va dire, liées en fait à un processus d'inversion et des mesures qui sont indirectes, par opposition donc aux méthodes géotechniques qui vont donner une information un peu plus certaine. Donc pour réussir finalement, l'objectif ça a été de développer une méthodologie qui permettait de combiner toutes ces informations et de tirer le meilleur parti finalement des différentes typologies de sources d'informations, que ce soit géophysiques et géotechniques, donc qui prend en compte toutes les imperfections associées aux données et les différentes répartitions spatiales de ces données. Donc l'objectif ici c'était d'avoir un outil qui nous donne au final une caractérisation des matériaux à partir des différentes sources d'informations et qui puisse donner aussi des indices de confiance sur ces résultats. Donc pour ça, nous avons sélectionné la méthode qui s'appelle la théorie des masses de croyance. Je vais revenir sur ce point. Donc tout ce qui est masse de croyance, donc faut pas non plus se fier complètement au terme. Donc belief, c'est quand même une communauté de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de chercheurs et d'ingénieurs, des mathématiciens qui travaillent dans le domaine de la prise de décision. Donc c'est des techniques mathématiques modernes qui se rapprochent donc des probabilités. Alors pourquoi avoir sélectionné finalement cette méthode, ce type de mathématiques? C'est que ça, on va pouvoir caractériser, à la différence d'autres techniques probabilistes, cette fois-ci une hypothèse. Alors quand je parle d'hypothèse, ça va être un matériau, ça peut être un gneiss, un schiste, enfin ce que vous voulez comme type de roche ou sol, à partir donc de la fusion de différentes sources d'informations. Deuxième point, on va pouvoir prendre en compte à la fois l'imprécision et l'incertitude des variables. Ce qui va être extrêmement important dans notre cas de figure et qui va nous différencier des autres techniques. Après, on va être capable aussi de pouvoir évaluer le degré de conflit entre les sources d'information et le relever au final. Enfin, c'est une technique qui en prend en compte aussi l'ignorance, donc ce qu'on appelle dans le domaine l'incomplétude de l'information. C'était donc la seule technique qui permettait donc de répondre à ce cahier des charges qu'on avait fixé, à la différence donc d'autres techniques dont on parlera cet après-midi, je crois, sur tout ce qui est intelligence artificielle. Donc pour la théorie des masses de croyance, 3 grandes étapes.
Donc la première, c'est celle de faire la sélection d'un cadre de discernement, où on va justement définir nos matériaux et faire le rapprochement entre le paramètre physique mesuré et justement ces matériaux. Ensuite, on va définir, donc c'est le calcul, des masses de croyances associées, donc un indice de confiance associé à chaque source d'information pour chaque événement. Et enfin, on va utiliser des règles de combinaison finalement de ces masses de croyances pour fusionner l'information. Donc là, comme je disais tout à l'heure, le cadre de discernement définit de la manière suivante. Donc on va spécifier des matériaux. Donc on va avoir ici les petits θ qui sont définis. On peut avoir 1, 2, 3, 5 matériaux qu'on va définir sur le terrain. Ce qui va nous fournir ensuite ce qu'on appelle le power set. Donc le 2 puissance θ que vous voyez ici. Ce qui est important et ce qui va nous différencier finalement des autres méthodes probabilistes, c'est qu'on ne va pas avoir que les singletons, ce que vous voyez ici, les θ1, θ2. On va pouvoir définir aussi une incertitude, c'est-à-dire qu'on peut dire c'est pas forcément un limon ou un calcaire, c'est moi je peux avoir une hypothèse que c'est une incertitude, soit un limon, soit un calcaire. Donc c'est ce que vous voyez ici sur le θ1 union θ2. Et donc, comme vous l'avez aussi tout à droite, quand on n'a aucune information finalement, on est complètement incertain, c'est-à-dire on est certain qu'on va être complètement incertain, c'est on va avoir l'union de toutes les hypothèses. Donc θ1, union θ2, union θ3. Et donc on peut également donc définir le conflit qu'on va avoir entre les sources d'information. Une fois qu'on a défini ce cadre de discernement, on va devoir calculer la masse de croyances finalement qu'on peut attribuer à chacune de ces hypothèses. Chaque source d'information, que ce soit une méthode géotechnique, un carottage par exemple, va pouvoir dire cet élément du sous-sol, je suis certain à 70%, donc 0,7, que c'est tel matériau, donc telle hypothèse, et à 30% que ça va être telle autre hypothèse. Donc la somme de toutes les hypothèses, elle va forcément être de 1, parce qu'on a forcément un matériau. Et plus on va se rapprocher de 1 pour une hypothèse, plus on va être certain finalement de définir, par exemple, que je suis certain que c'est un calcaire. Alors comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi attribuer une masse de croyances sur une union entre des hypothèses. Donc je suis confiant sur le fait de dire que c'est soit un limon, soit un calcaire. Ensuite, une fois qu'on a pu attribuer ces masses de croyances à nos différentes hypothèses, on va devoir fusionner toutes les sources d'informations. Et donc là, il existe une multitude de règles de combinaison. Donc là, j'en ai fait ressortir simplement 2. Les équations, c'est simplement, avec un peu de transparence, c'est pas forcément très intéressant ici. Donc on a l'hypothèse de Smets, qui est un des plus grands chercheurs dans le domaine, qui a proposé la première règle de combinaison, qui est celle donc du monde ouvert, qui va permettre l'existence d'un conflit. C'est-à-dire qu'on va caractériser dans le sous-sol non pas un matériau, mais dire ici c'est du conflit entre des sources d'information. À la différence des techniques donc, de type PCR6, donc on va redistribuer tout le conflit qu'on aura calculé, on va le redistribuer sur des hypothèses de matériaux, parce que le sous-sol c'est pas du conflit, c'est quand même un matériau. Alors là, toute une méthodologie donc, a été développée. Je vais directement l'appliquer à un cas de figure pour vous présenter les résultats qui vont avec. Ça sera peut-être un peu plus parlant. Donc la méthode 4 étapes. Donc on a notre ouvrage, donc partie tout à gauche, sur laquelle on va pouvoir définir notre cadre de discernement. Deuxième étape, donc on va faire simplement notre acquisition ou alors des données anciennes déjà acquises sur nos ouvrages, des données géotechniques ou géophysiques. Ou géophysique, avec différentes méthodes géotechniques, différentes méthodes géophysiques. On va faire le calcul de notre attribution des masses de croyances pour chacune de nos méthodes et on va fusionner nos données. Donc si je pars sur un petit cas d'étude qui a été fait avec EDF, donc sur un canal EDF donc, en charge dans le sud de la France. Donc si je redéroule un petit peu toute cette méthode, on avait défini donc 5 hypothèses de matériaux. Alors on définit toujours, il y a 4 matériaux en place, on définit toujours un matériau supplémentaire pour faire le 1 moins toutes ces hypothèses-là, pour être certain de couvrir tout l'espace des possibilités. Donc 5 hypothèses de matériaux, donc première étape. Deuxième étape, on a nos campagnes de reconnaissance géotechnique. Alors ici, il y avait plus de données que ça, mais là je vous représente simplement les résultats pour 7 sondages carottés, plusieurs essais granulométriques qui avaient été réalisés. Donc ça nous permet ici directement de pouvoir se référencer à des typologies de matériaux
et attribuer derrière donc une masse de croyances qu'on peut avoir sur chacune de ces hypothèses, donc chacun de ces matériaux. Donc ici est représenté, alors c'est comme ça qu'il faut le lire, hein. Donc ici c'est une coupe du sous-sol, ordonnée c'est la profondeur, abscisse c'est le linéaire qu'on peut avoir de notre ouvrage de digue. Donc la couleur ça va être à chaque fois un matériau ou l'union de différentes hypothèses, et ça c'est l'hypothèse qui ressort le plus d'après nos résultats. Toutes les hypothèses sont calculées, ça c'est simplement les hypothèses qui ressortent le plus, donc celles qui ont la plus grande probabilité d'avoir ce type de matériau dans le sous-sol. Et en dessous, c'est le résultat, la confiance finalement qu'on peut attribuer à cette hypothèse. Donc plus on va être proche de 1, plus on va être certain finalement que ça va être par exemple un remblai fin, et plus on va se rapprocher de 0, et moins on en sera certain. Donc on fait la même chose avec des données cette fois-ci géophysiques. Donc on a pu traiter différentes... alors nous on n'a pas acquis malheureusement toutes ces données, donc là c'est des données de tomographie de résistivité électrique, et on avait aussi des données de type MASW. Donc voilà, acquisition de données, idem, on fait le calcul des masses de croyances pour chacune des méthodes, ce qui nous permet donc de caractériser encore une fois donc des hypothèses ou des unions d'hypothèses de matériaux, avec un indice de confiance qu'on peut attribuer finalement à ces hypothèses. On applique notre technique de fusion d'informations, donc la règle de fusion d'abord avec la règle de Smets qui permet le conflit. Et donc voilà le résultat que ça nous offre. Donc on voit en rouge finalement, là où les sources d'informations nous disent qu'il y a un conflit entre les différentes sources d'informations. C'est l'hypothèse majoritaire qui va ressortir. Vous avez toujours à droite, cette fois-ci, justement la masse de croyance, donc la confiance qu'on attribue à cette hypothèse. Et donc on peut faire ressortir après donc, différentes hypothèses de matériaux, donc θ1, θ2, θ1 union θ2 par exemple, qui vont caractériser finalement notre digue, notre ouvrage, à partir de différentes sources d'informations. Donc ça, c'était donc ce que je disais, le monde ouvert de Smets, qui permet le conflit. Et quand on redistribue le conflit, finalement, parce que ça ne peut pas être un matériau, le conflit, on va pouvoir renforcer certaines des hypothèses. Et donc ça, c'est donc la règle de PCR6. Alors là, pour me rapprocher un petit peu plus, finalement, de la thématique de cette session, je tenais simplement à faire ressortir certains points en fait, qui étaient extrêmement importants pour nous, justement, pour pouvoir réaliser de la fusion d'informations. C'est qu'il y a un aspect extrêmement important du côté discriminant des différentes sources d'informations. Si vous allez avoir des mêmes sources d'informations, forcément, au final, alors on pourra avoir un modèle géotechnique ou ce qui s'en rapproche avec des fortes masses de croyances, ce qui ne voudra pas forcément dire qu'on aura pu bien discriminer en fait les matériaux. Donc il est extrêmement important de bien pouvoir avoir des méthodes qui sont discriminantes de ce point de vue-là. Après, il y avait toute une question dans le cadre de la thèse où on se posait la question s'il était important de travailler sur des données agrégées, ou c'est par exemple dans le cadre de paramètres de forage, ou travailler sur chacun des paramètres de forage. Ce qui est certain, c'est qu'il faut que dans ce type de méthode, il faut que toutes les sources d'informations soient indépendantes. C'est une des bases de la technique. Ensuite, ce qui était important de travailler, finalement, c'est les questions de résolution des méthodes. Parce qu'on va avoir des méthodes géotechniques qui peuvent avoir une très forte résolution en profondeur, mais qui vont avoir une résolution longitudinale qui va être extrêmement mauvaise en comparaison des données géophysiques. Et pour pouvoir faire cette fusion, c'est là où il y avait une certaine complexité et où on a travaillé finalement sur des systèmes à double maillage, triple maillage, où chaque source d'information finalement avait son propre maillage. Là, je voudrais revenir juste sur un des points précédents que j'avais noté, c'est aussi la notion de rayon d'influence qui est extrêmement important pour pouvoir caractériser, c'était une des problématiques pour la donnée géotechnique. Si on veut fusionner des données géotechniques qu'on définit à la base ponctuelle, en fait, c'est une hypothèse qui est fausse. Et donc, il faut pouvoir travailler sur cette notion de rayon d'influence pour optimiser donc, cette fusion d'informations. Et enfin, donc, toute l'importance, si on ne connaît pas l'incertitude et l'imprécision de chacune de nos méthodes, il est impossible finalement de pouvoir les fusionner de manière propre. Donc il y a toute une thématique finalement sur la connaissance de l'incertitude et l'imprécision des méthodes.
Alors en conclusion, je voudrais simplement dire que c'est une méthode assez prometteuse finalement pour la caractérisation des ouvrages, notamment les ouvrages linéaires. Là, on s'est limité à ce cas d'application. On aurait pu très bien travailler, dans le cadre du postdoc, on a également travaillé sur des problématiques de suffusion. Ça peut très bien marcher aussi pour la classification finalement de phénomènes type suffusant. Ce n'est pas forcément lié à un matériau. Et on peut aussi travailler donc, dans d'autres domaines avec ces techniques. Ça permet donc de tirer au mieux l'information qui sont issues de chacune des méthodes. Donc on va pouvoir refaire ressortir l'information de franchissement, par exemple, d'interface lithologique avec la géotechnique et l'extrapoler avec la géophysique quelque part. La géophysique, elle est très rarement intéressante finalement pour un gestionnaire d'ouvrage parce qu'elle va renseigner des paramètres qui sont par exemple une résistivité dans ce cas ou ce type d'informations qui sont souvent assez peu intéressantes. Là, ça permet vraiment de faire ressortir des paramètres qui sont d'importance pour un gestionnaire. On va pouvoir faire également ressortir tout ce qui est zone de conflit. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas en fait pour pouvoir revenir en fait sur le terrain, réoptimiser finalement des campagnes d'auscultation et aussi avoir donc un indice de confiance sur les modèles géotechniques qu'on va fournir au final. Voilà.